Bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette émission, si vous la regardez en direct ou si vous la regardez ce soir. Nous avions déjà eu l'honneur d'avoir comme invité au mois de septembre, le 18 exactement, pour une émission de fond où Philippe Grégoire s'était longuement présenté. Il nous avait parlé de sa vision de l'agriculture et des projets alimentaires territoriaux. Aujourd'hui, nous le recevons et il nous fait l'amitié, merci encore Philippe, de répondre à notre demande, puisque ces derniers jours, hein, l'actualité brûlante que nous connaissons tous et que nous soutenons, bien entendu, des agriculteurs et des problèmes de la DNC et de tout ce que peut faire aujourd'hui l'activité, y compris d'ailleurs dans les blocages, en espérant qu'il y aurait peut-être une trêve des confiseurs, on ne sait pas, peut-être elle est annoncée, peut-être pas. En tout cas, peu importe. J'avais entendu il y a quelques jours une petite vidéo de Philippe Grégoire qui, comme à son habitude, avait une analyse très pertinente et quasiment systémique et holistique, en élevant un tout petit peu plus les débats, ou du moins en allant beaucoup plus loin que ce que nous avons l'habitude d'entendre ces derniers jours. J'ai donc pris mon téléphone ce matin, il m'a gentiment répondu, présent, et nous allons improviser une petite heure maximum, on le sait, Philippe Grégoire, très prolixe en la matière, pour essayer à la fois de nous parler de l'actualité et de nous donner sa vision. Je tiens aussi à préciser que, mais il va nous dire lui-même, que Philippe, aujourd'hui, n'est pas le représentant du SAMU social agricole national, dont il est le cofondateur, mais il parle en son nom. Philippe, bonjour et merci encore une fois de l'amitié que tu nous fais en étant présent dans nos émissions de Démocratie Directe et de l'AMDF, l'Association des mairies démocrates de France. Bonjour Philippe. Eh ben bonjour, merci de m'inviter. Donc oui, effectivement, je travaille dans une équipe pour le SAMU social agricole avec des gens qu'on aide sur le terrain puisqu'il y a énormément de difficultés. Donc SAMU social agricole qui avait été créé en 2000 par Guy Cérès, qui travaille toujours. Et on a été un groupe d'agriculteurs à l'étendre au niveau national à partir de 2020, on va dire. Et donc aujourd'hui, je m'exprime et je travaille également avec République souveraine Georges Kuzmanovic sur les alternatives de programmes politiques pour un autre modèle économique, un modèle de la souveraineté des États et non la continuité alors on dit souvent le modèle néolibéral, mais c'est de l'ordolibéralisme puisque l'État soutient ce système et le finance également, donc c'est plutôt de l'ordolibéralisme. Et donc aujourd'hui, je m'exprime en tant qu'indépendant, hein, je ne m'exprime pas au nom d'une structure quelle qu'elle soit, je m'exprime au nom d'un agriculteur indépendant. Et là, la crise qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est pas une crise du tout liée à la dermatose, hein. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que ce qui a exaspéré les agriculteurs, c'est l'abattage total. Donc ça les touche, ça les prend aux tripes parce qu'on vient tuer leurs animaux, l'abattage total. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la crise agricole de fond, qui est une crise de fond qui dure depuis des décennies, qui est liée à la perte de revenus, et ça aurait pu arriver avec une flambée du prix de l'électricité ou du gasoil ou des choses comme ça. Là, ça flambait parce que les gens sont dans le mal-être. D'ailleurs, on le voit bien quand on prend le temps d'observer. Alors, faut régler, bien sûr, cette histoire sanitaire, le régler autre que par l'abattage total, parce qu'on va y revenir, mais il y a d'autres solutions. Mais vous verrez qu'une fois qu'on va être sorti de cette crise-là, vous verrez les agriculteurs dans la rue l'année prochaine. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans les slogans, parce qu'ils s'en vont parler du Mercosur. Le Mercosur, ça n'a rien à voir avec la dermatose. Il y en a qui parlent de problèmes du prix des céréales, j'ai entendu le prix du vin, ça n'a rien à voir avec la dermatose. Donc, tout ça pour dire que on est dans un enlisement d'un modèle donc néolibéral qui a conduit la faillite de la paysannerie, hein, française, européenne et globalement mondiale.
avec des orientations plus sur des modèles à base de céréales, parce on a perdu 10% des bovins dans le monde depuis quelques décennies. On a 1 milliard 350 millions d'animaux, il y en avait 1 million 500 millions d'animaux, même en Amérique du Sud, hein, globalement, ceux qui peuvent faire de la grande culture, j'ai bien dit ceux qui peuvent, qui ont des terres pour le faire, ils délaissent les troupeaux parce que l'élevage, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de présence, 7 jours sur 7, pour, bah, bien sûr, pour faire 800 ou 1000 euros. Voilà, c'est ça la finalité de moyenne, hein, parce qu'il y en a, ils sont à 400 euros ou à zéro. Mais la moyenne, ça se situe à 800 à 1000 euros de prélèvement. Voilà. Donc les gens, je dirais qu'à salaire égal, ils préfèrent faire de la grande culture. Parce que, évidemment, les contraintes ne sont pas les mêmes. Le jour de Noël, vous n'avez pas besoin d'aller travailler avec de la grande culture. Tout à Donc on est vraiment dans la fin d'un modèle, la fin d'un système, et on va parler, vous allez me poser des questions de la dermatose, mais surtout parler des solutions, parce que personne ne parle des solutions. Bien évidemment, Philippe, et c'est pour ça que je vous ai invité, parce que je suis d'une génération qui a connu les recommandations des Bourguignons, des Pierre Rabhi, qui a vu naître José Bové, qui a compris que le modèle agricole au lendemain de la Seconde Guerre avec Monsanto, qui a changé de nom, hein, puisque maintenant ça s'appelle Bayer, mais c'est toujours le même acteur que, au lieu, au lendemain de la guerre, de reconstruire et de donner une performance, une compétence et une plus-value à nos paysanneries, on a développé un modèle industriel avec des entrants chimiques et un développement qui, s'appuyant sur le remembrement, vous nous aviez très bien expliqué ça d'ailleurs dans cette émission que je renvoie, mais qui est un peu fleuve puisqu'elle faisait 2h39, j'étais en train de la regarder à nouveau, où vous expliquiez très bien en dézoomant, hein, en partant vraiment de la commune, ce qui nous intéresse principalement, et jusqu'à l'international, en nous expliquant aussi les modalités du traité de La Havane qui n'ont jamais été respectées, etc., etc. Donc, il y a toute une approche holistique et systémique qui est vraiment intéressante dans la façon dont vous voyez les choses et qui pourrait paraître pour certains très éloignée de la base et du terrain, mais c'est exactement là qu'il faut mettre le doigt parce que c'est là que tout se joue. Et c'est là où votre parole, alors c'est pas qu'elle détonne, bien entendu, hein, personne ne pourra vous faire des procès d'intention de vouloir vous différencier, c'est que vous allez au-delà, hein, comme je l'ai marqué, des revendications. Le revenu agricole est la base de tout, et il faut comprendre pourquoi ce revenu agricole ne fonctionne pas, qui oblige les conjoints ou les conjointes, hein, souvent on est en couple dans une ferme, à travailler et souvent à côté, faire un travail administratif, faire un travail de restauration, faire des compléments d'activité avec des chambres d'hôtes ou autres. Bref, ne pas réussir à vivre du travail. Et peut-être aussi, vous nous disiez à un moment donné qu'il y avait une forme de responsabilité, hein, dans l'émission que nous avions eue, de la part aussi des agriculteurs qui, à un moment donné, Oui, ont été une forme de victime consentante, oui, d'acceptation peut-être d'une forme d'aide et de perfusion totale qui faisait qu'à un moment donné, bah, l'arbre cachait la forêt et que la mondialisation aidant, il y avait quelques problèmes. Alors, est-ce que vous pourriez, Philippe, enfin, on va se tutoyer, bien sûr, pardon. Est-ce que tu pouvais, Philippe, euh, tu peux nous expliquer rapidement le contexte européen et international? Parce qu'on va faire l'inverse de ce que font tous les gens, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde, à juste titre, s'émeut de ce qui se passe au niveau local. On a vu les médias alternatifs et certains dont on salue le travail qui rétablissent une réalité virtuelle et factuelle contre ce qu'on appelle le narratif des médias mainstream. Est-ce que tu peux, nous, j'aimerais bien qu'on fasse l'inverse, justement, c'est très rapidement et de façon schématique, partir du haut, de l'international et de l'européen, pour essayer d'aller jusqu'en bas et nous faire comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là. oui, c'est-à-dire qu'on parlera de la dermatose après. On regarde plutôt la situation des paysans français, européens, internationaux. On ferait plutôt ça.
Oui, ce serait très intéressant justement Ouais. pour essayer de sortir de Alors, l'émotivité et après, bien sûr, de voir, parce qu'on, enfin bon, concrètement, oui, cette maladie, il y a 30 ans, on l'a traitée, oui, hein, et on l'a traitée on même va en parler. sans vaccin, on va en parler, mais c'est pas, je Oui, on pense va que en parler. malheureusement, c'est pas le fond du problème. Voilà. Non, ah bon, ça n'a rien à voir, mais Mm. alors absolument rien à voir avec la crise agricole. C'est dramatique. Première pensée, mes mots vont à tous ceux qui se sont fait abattre leurs troupeaux. Oui, Voilà, évidemment. c'est un drame. Faut leur apporter un soutien parce que y a jamais d'indemnisation morale. Hein. Voilà, mais ça n'a absolument, mais alors absolument rien à voir. D'abord, ça concerne 0,00, je sais pas quoi, parce que ça concerne sur 400 000 paysans la dermatose. Voilà, c'est dramatique pour ceux que ça arrive. Mais alors, ça n'a rien à voir, mais alors vraiment rien avec la crise agricole. Alors le contexte international, bah, le contexte international, l'agriculture s'est industrialisée. Nous, en France, à partir des lois de 1941 sous les nazis, hein, ça a été les premières lois d'orientation agricole qu'on déclenchait derrière les remembrements et tout ça. Et globalement, sur le plan international, puisque je fais des conférences internationales avec des Brésiliens et autres, globalement, à part l'Afrique, hein, qui est peut-être un peu à part, mais globalement, on a industrialisé l'agriculture, c'est-à-dire que ce que faisait Henry Ford dans les usines, eh ben, on l'a fait, on l'a appliqué à l'agriculture pour les abattoirs de bovins, de poulets, et puis on a en permanence, on a essayé de faire des gains de productivité en agrandissant les parcelles, en agrandissant les élevages, en diminuant dans tous les pays du monde, hein, en diminuant dans la part des travailleurs agricoles par rapport à la population. On avait des populations à plus de 50%, avec plus de 50% où c'était les gens travaillaient dans l'agriculture. Et là, ils nous ont mis le système mondial, la haute finance mondialisée, ont plutôt un schéma directeur où il envisage des populations, il envisage que les pays fonctionnent avec, on va dire, entre 0,5 et 2% maximum de la population agricole représentée au sein des pays, quoi. C'est-à-dire un mode de fonctionnement avec, oui, 0,5 à 1%, 1 ou 2% de la population de paysans pour nourrir au niveau planétaire. Donc ça veut dire industrialiser, concentrer, ça veut dire des techniques pour toujours faire ce qu'on appelle de l'optimisme, enfin, être toujours dans plus de techniques, toujours plus de techniques, produire plus par animal, produire plus par hectare, développer des OGM, développer des hormones, développer toujours le chercher à faire plus, faire produire plus un hectare, faire produire plus de mots. Et dans le même temps, on sait qu'il y a des millions d'hectares en friche sur la planète, des millions d'hectares, hein, mais ils continuent quand même. Ils se posent pas la question pourquoi il y a le suicide des paysans, pourquoi nos campagnes se vident, pourquoi plus de 60% de nos petites communes n'ont plus de commerce. Non, ils continuent je dirais, gérer l'agriculture comme on gère des grands groupes, comme on gère les grands groupes industriels. Ils gèrent ça de la même façon. Alors qu'on est avec de la terre, qui a un impact sur l'environnement, les choix agricoles ont un impact sur le climat, on travaille avec du vivant. Le vivant, c'est pas comme des boîtes en carton ou des boîtes ou des chaussures. Et puis après, considérer le secteur agricole comme une industrie lourde, c'est une faute majeure parce que l'agriculture, c'est l'entretien des territoires, mais l'agriculture, c'est la nourriture, c'est la santé. Donc on ne peut pas comparer ça avec des ventes de voitures. Hein, je ne crois pas du moins. Mais eux, ils ont Non. mis ça, tout ça dans un package, ça rentre dans les négociations mondialisées internationales avec la théorie de David Ricardo, et c'est une monnaie d'échange, comme est une monnaie d'échange les gens qui fabriquent des vaccins, des voitures, ou qui créent des centrales nucléaires, ou qui fabriquent des avions.
Et il se trouve que justement, la partie agricole, comme on a tous des ancêtres paysans, eh bien, tous les pays pauvres ou tous les pays émergents n'ont pas de Rafale ou n'ont pas les dernières technologies qu'on peut avoir chez Alstom ou autre, mais par contre, ils ont des moutons, des canards, des cochons et des vaches. Donc les pays pauvres, très pauvres et émergents sont mis en compétition avec nos pays, nous, plus industrialisés, pour complètement détruire l'agriculture en Europe et ailleurs. Parce qu'en fait, c'est une concurrence entre nous qui est organisée, donc on se tape dessus, entre nous les paysans, mais ça rapporte au secteur marchand. C'est le secteur marchand qui est un secteur large, hein, qui va de la grande distribution à l'agroalimentaire. L'agroalimentaire qui est un acteur incontournable parce que c'est eux qui viennent acheter les produits dans les fermes, c'est eux qui font la facture, c'est eux qui gèrent les importations, les exportations, les vides sanitaires dans les exploitations, hein. Et après, il y a toute la logistique, il y a tout ce qui vient se greffer autour. Mais globalement, on se trompe pas en disant que le secteur marchand ont bien vécu de l'agriculture depuis ces 50 dernières années. Ils en ont très très bien vécu et ils en vivent encore très bien d'ailleurs. Et puis la paysannerie, on sait ce qu'elle est devenue, suicide, des diminutions importantes du nombre d'agriculteurs dans tous les pays dans le monde, avec de facto pas de renouvellement des générations, puisque nos enfants, quand ils voient une condition de vie et de travail, allez, on va dire 800 à 1000 euros sur une carrière de prélèvement, tout ça pour travailler 7 jours sur 7 et avoir des encours bancaires, un endettement de 250 000 euros moyen par exploitation, ça colle pas. Il y a 250 000 euros d'endettement moyen jusqu'à la retraite, hein. C'est dans l'endettement moyen. Donc, qui dans notre société va aller emprunter 300 000, 400 000, 1 million d'euros pour se prélever 1000 euros? Il suffit de poser la question aux gens qui ont des PME, s'ils investissent 1 million d'euros pour se prélever 1000 euros et être opérationnel 7 jours sur 7. Vous demandez autour de vous qui pour 1 million d'euros accepte de prélever 1000 euros, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Bien sûr. Alors, on continue à zoomer. On vient de parler de l'international. Merci Philippe. C'est vraiment à chaque fois une masterclass d'explication très, encore une fois, systémique. Vous avez une vision, une vision très large. Est-ce que tu peux nous parler 2 minutes de l'Union européenne et de la PAC? Parce que pour certains, ça reste quand même encore obscur, même si je pense que, en tout cas, la grande majorité des citoyens ont enfin compris, il était temps, que l'Union européenne portait en son sein l'idée mortifère, justement, de cette grande mondialisation. Donc, est-ce que tu peux maintenant zoomer un peu plus au niveau européen avant de rentrer dans la France et nous expliquer comment fonctionne la PAC, ce que c'est rapidement la PAC et pourquoi aujourd'hui c'est une entrave totale à un bien-être agricole? Oui, alors je vais parler, oui, alors de ce qui concerne le fonctionnement de l'Union européenne par rapport à l'activité agricole. Donc le fonctionnement de l'Union européenne, ils ont mis en place la politique agricole commune en 1992. Donc on a une aide qui a été déclenchée par rapport à nos hectares qu'on avait. Alors ça a été déclenché de façon totalement déséquilibrée, c'est-à-dire à l'heure où je parle, il y a encore des agriculteurs, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même, qui ne touchent pas la PAC à l'heure où je parle, parce qu'ils n'ont pas de terre. Donc on peut avoir un élevage de lapins, un élevage de poulets, un élevage de cochons, ou un maraîcher, ou un horticulteur, mais on peut dire il n'a pas la PAC. Ils n'ont rien, les gars. Bon, avant 92, il y avait déjà des subventions, l'Europe subventionnait pour justement, l'idée de l'Union européenne, c'était toujours de conquérir des parts de marché. Nous allons, avec la FNSEA, bien sûr, l'idée de l'Union européenne, c'était de nourrir le monde. Nous devons nourrir le monde. Nous devons aller exporter en Afrique, en Océanie, partout. Bon, alors ça déjà, cette politique-là, elle est mortifère, parce qu'on s'en bat. Donc il y avait des aides européennes avant 92 qui étaient versées à ce qu'on appelle les organismes stockeurs, donc à nos coopératives, nos multinationales, le groupe Doux à l'époque qui existait, hein, qui a fait faillite maintenant, le volailler, eh bien, on allait à l'exportation, on subventionnait nos entreprises
pour aller exporter des poulets ou du lait à l'extérieur sans rémunérer les paysans. Donc c'était de l'argent du contribuable. Hein. Et ça, je vais y revenir, parce que quand les gens parlent que le Mercosur, il y a les gagnants et les perdants, on voit sur les plateaux télé dire oui, mais attention, il y a la viticulture qui est content dans le Mercosur parce qu'on exporte, et il y a les fromages, les produits laitiers. Alors ça, c'est faux, totalement faux, parce qu'ils confondent deux choses. Ils confondent du vin qui est exporté dans le Mercosur ou des fromages, et c'est vrai, mais c'est l'exportateur, l'entreprise multinationale agroalimentaire qui, oui, c'est vrai, comme le groupe Bell avec Babybel, tous ces produits-là, oui, c'est vrai, ils gagnent de l'argent, c'est une vérité, mais c'est eux qui gagnent de l'argent, c'est pas le producteur. Les gens confondent les marchés pris à l'exportation, certains marchés pris à l'exportation peuvent apporter du plus, mais pour la structure multinationale, pas pour le Tout à paysan. fait. C'est là que les gens se trompent. Les gens disent on va vendre du vin, on va avoir un marché porteur avec ce vin. Oui, pour celui qui fait le commerce, mais pas pour celui qui travaille la vigne. C'est là qu'il faut rentrer dans le sujet, dans le cœur du réacteur. Donc l'Union européenne, donc à partir de 92, il y a eu des aides à l'hectare qui ont été une catastrophe. Parce que plus vous aviez des bonnes terres, plus vous aviez grandes terres, en gros les grands céréaliers, pour résumer, c'est ceux-là qui ont récupéré toute la PAC. Donc ça a été un scandale absolu. Idem dans les autres pays européens. Et puis après, le fonctionnement de l'Union européenne, il ne marche pas du tout. Alors d'abord, l'Europe s'est trop élargie. Hein. À une époque, on avait la préférence communautaire tout au début, quand on était 3-4 pays. Il y avait un fonctionnement qui pouvait encore à peu près être acceptable. Mais là, l'Europe des 27, comme disait George Bush, quel numéro de téléphone je constitue pour appeler, pour savoir quelle est la position des Européens. Je commence par qui? Il y a 27 numéros. Mais non, il ne fonctionne pas. Le fonctionnement de l'Union européenne ne peut pas fonctionner dans la mesure où déjà nous, au niveau des États de l'Union européenne, il y a des différences importantes entre nous au niveau social, au niveau même des climats, au niveau environnemental. Hein. Et puis après, il y a le problème de la monnaie. C'est que le problème, alors déjà, tous les pays ne sont pas à l'euro, dans l'Europe des 27, et ensuite, l'euro est une monnaie qui a été surévaluée avant, quand les pays avaient leur monnaie. Hein. Alors, il y avait des droits de douane, quand on faisait des commerces, on avait des droits de douane pour pouvoir faire des échanges, mais des échanges réciproques sans flinguer son économie respective, et il y avait la monnaie. Donc la monnaie, elle était réévaluée ou dévaluée. Parce que là, par exemple, ce que vient de faire dernièrement Trump, où il met des droits de douane en fait autour de 15-20%, en réalité, quand il met 15%, c'est 30%, parce qu'il a dévalué le dollar par rapport aux autres monnaies. Donc en réalité, la monnaie est une arme de guerre. Donc c'est la raison pour laquelle la politique néolibérale de l'Union européenne ne peut pas fonctionner, parce qu'on a des clauses environnementales qui sont différentes, chez nous déjà, à l'intérieur de l'Europe, alors au niveau mondial, j'en parle pas. On a l'histoire du climat, on a ce qu'on appelle en termes économiques le monopole des facteurs. Donc le climat, déjà chez nous, entre la Bretagne et le Sud, vous n'aurez pas les mêmes coûts de production sur les mêmes hectares, avec les mêmes pratiques. Donc au niveau européen, un Hollandais et nous, ça n'a rien à voir, rien à voir. Et puis alors l'histoire de la monnaie, je l'ai dit, les normes sont différentes. Ouais. Hein. Les salaires, le social, mais il y a même des productions. Alors c'est là où ils détournent le débat. Ils font croire que le problème c'est le Mercosur. Ça peut pas être le Mercosur. Il n'est pas signé, le Mercosur. Il y a plus de 2 paysans qui se suicident par jour. Les paysans sont ruinés, il n'est pas signé. Ça peut pas être le Mercosur. Il n'est pas en place. Et les gens, ils disent on veut avoir les mêmes normes. Il faut parler des paysans sur les barrages qui disent on veut avoir les mêmes normes. Mais ça, c'est de la foutaise, les gars. D'abord, en mouton, en vache allaitante, il y a un temps de production où on a les mêmes normes. Et ça ne change rien. On est ruiné pareil. Et même si demain, on a les mêmes normes, ça ne changera rien. On a le social. On a en face de nous des pays où ils peuvent mettre 4 salariés
à peu près, c'est entre 3 et 4. Alors on va dire 3, comme ça personne ne va me contrarier. 3 salariés pour le prix d'un chez nous. Donc déjà, c'est mort. Ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de modèle de retraite et tout. Les salaires, ben, j'en parle pas. Si on prend les plus payés, nos voisins suisses, où le SMIC suisse, il est à 3300 euros francs suisses, je crois. Hein, et ben les salaires, les autres dans le monde, des chauffeurs de tracteurs dans le monde, on va en trouver à des prix défiant toute concurrence. Donc, ce modèle-là ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Moi, je vois un modèle néolibéral capitaliste en fin de vie. Il est en fin de vie. Il fait beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, pas que dans l'agriculture, dans l'industrie, on le sait. Et la seule alternative, c'est de sortir de ce modèle économique mondialisé, de ces traités de libre-échange et de revenir à l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Parce que je précise que si demain on sort de tous les traités de libre-échange, hein, mais qu'on ne change pas le modèle économique, ça ne changera rien. On peut sortir de l'euro et de l'Union européenne, on sera pauvre avec des francs. C'est le modèle économique qu'il faut revoir, parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui tuent les paysans. Il y a le Commonwealth, le TAFTA, le CETA, bon, parce que ça permet aux centrales d'achat et à l'agroalimentaire de dire, bah, écoutez, on a trouvé des fraises en Espagne, on a trouvé des moutons en Nouvelle-Zélande, donc écoutez, on ne peut pas vous les payer 14 euros le kilo, puisqu'on en a trouvé à 7. Donc, ça sert à ça. Mais si on reste chez nous, en agriculture, chez nous, sur le territoire, en termes de produits intérieurs bruts territorialisés, chez nous, on ne fait pas de marge non plus. Une bête qui est produite en Maine-et-Loire, abattue en Maine-et-Loire, consommée en Maine-et-Loire, dans les grandes ou moyennes surfaces ou dans les petits magasins, il ne revient pas d'argent à l'agriculteur. Donc demain, je vais exagérer volontairement pour que les gens comprennent, demain on fermerait les frontières, on arrêterait les traités de libre-échange, à l'intérieur du pays, on n'a pas de marge, parce qu'on n'a pas de répartition de la valeur. On a ces 6,50 € de matières premières agricoles dans un caddie de 100 €. Et là, c'est pas Ursula von der Leyen, c'est franco-français. Donc, tant qu'il n'y aura pas de répartition de la valeur ajoutée, tant qu'on ne répartira pas la valeur avec le secteur marchand qui nous entoure, grande distribution agroalimentaire, mais les autres aussi. Mais les autres, il n'y a pas que. Quand je dis la filière agricole, ça concerne le machinisme agricole, tous les gens qui prennent des marges sur notre activité. Tant qu'on ne réformera pas ça, on peut aller mettre des tonnes de fumier chez le préfet, on ne résoudra pas le problème, puisque le problème, c'est le revenu. Le problème, c'est le revenu. Là, on va passer la dermatose, mais je vous la donne en mille, hein, c'est bien, parce que comme ça, vous pourrez voir si je dis des conneries. Vous me réinvitez au mois de février, mars, avril, avant le printemps, là. Ils vont sûrement ressortir avant le printemps, avant les travaux de printemps. La dermatose sera passée, je l'espère. Et puis vous verrez à l'automne l'année prochaine les agriculteurs dans la rue. Donc vous verrez bien là, c'est pas la dermatose. Le problème, c'est que le modèle économique est mort. Et donc on est dans une telle situation, on va pas parler de l'international, on va rester franco-français, des produits chez nous, consommés chez nous, qui sont bien produits chez nous, tout chez nous, sans faire intervenir l'international. On ne peut pas renouveler nos parcs bâtiments, on ne peut plus construire de bâtiments neufs, on ne peut plus se les faire financer, donc on se les fait financer par du photovoltaïque où on allonge les emprunts sur 20-25 ans pour arriver à payer le bâtiment, et les parcs matériels, c'est pareil. Donc, si on ne peut plus renouveler nos outils, si les jeunes ne s'installent plus, là j'ai eu un coup de téléphone ce matin en Maine-et-Loire, une des plus belles fermes du Maine-et-Loire en production laitière, très bien équipée, ils n'ont pas de repreneurs. Ça faisait 3-4 ans qu'ils en cherchaient, ils vont arrêter le lait, les vaches vont être vendues, le robot de traite va être vendu, et ça faisait partie des fermes les plus modernes du Maine-et-Loire. Donc là, on ne peut pas dire que les gens ils avaient mal travaillé, ils ont suivi l'évolution, tout était au top, mais il n'y a pas de reprise, tout simplement parce que les capitaux engagés, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de retour sur investissement. Et là, ça tombe bien l'exemple que je prends, là les produits, ils restaient en France. Le lait, il était vendu à une coopérative, les produits restaient chez nous. Ils sont vendus chez Super U, majoritairement, et chez Intermarché. Bon.
Et ben là, il n'y a pas de marge. Le gars, il n'a pas pu vendre sa ferme. Donc le problème, il est très profond. Très, très, très profond. Alors, merci Philippe de commencer à zoomer et de s'approcher de la vérité. Donc, on va résumer rapidement. Je rappelle que la PAC, c'est la politique agricole commune, hein, parce que pour certaines personnes, on ne sait pas ce que c'est. Euh, que l'Organisation internationale du commerce était des traités qui étaient faits de façon bilatéraux, on va dire pour simplifier, entre les pays, avec a priori une démarche dans le cadre des traités de la Havane où il y avait un souci d'équilibre dans les échanges, hein, entre le vendeur et l'acheteur, et dans tous les deux sens, et que bien entendu, ça n'a jamais été mise en application, on est bien d'accord. On est bien d'accord que s'il y a bien un, un secteur d'activité qui nous montre bien que la financiarisation des moyens de production est une catastrophe, c'est bien l'agriculture. Hein, on est arrivé là au bout du modèle, hein, qui porte d'ailleurs en son sein, hein, dès le départ, il portait déjà sa fin, mais il fallait encore écouter les gens qui l'alertaient depuis le début. Tu nous as parlé donc des normes aussi, puisque les subventions au niveau européen ne touchent, on est bien d'accord, que les grands possesseurs de grandes surfaces de terre, mais que Ah bah, les, ceux qui n'ont pas de terre, ils touchent rien. voilà, et que les petits exploitants, eux, croulent sous les normes qui sont de plus en plus stupides, parfois complètement contradictoires et qui n'ont rien à voir et qui, en plus, augmentent le dumping social dont tu parlais. Donc, tout ça, on a très bien compris. Euh, donc, on va maintenant se concentrer sur la France et donc sur ce fameux revenu. On va rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très important et je crois que c'est, comme tu le dis, le cœur nucléaire du problème. Mais j'aimerais avant qu'on fasse un petit tour du syndicalisme agricole. Parce que c'est quand même là aussi, on est dans la caricature la plus totale, hein. Si on prend un petit peu de recul, on pourrait quand même croire que ce modèle syndicaliste tel qu'il existe dans son ensemble, hein, est enfin, c'est une caricature, quoi. Comment on peut en être arrivé à ce stade? Alors, je te laisse expliquer les choses parce que tu le feras beaucoup mieux que moi et puis c'est dans le domaine du vécu. Mais pour faire simple, hein, on a les syndicats gouvernementaux et financiers et des grandes entreprises, et puis on a les autres, hein, tout simplement. Alors explique-nous et brosse-nous un petit peu le portrait syndicaliste, c'est important, parce que nous, on essaye toujours à Démocratie Directe et à la MDF de faire de l'instruction, pas par condescendance, mais pour qu'on soit vraiment informé comment ça fonctionne de façon simple, parce qu'on a toujours tendance, que ce soit pour l'économie ou pour l'agriculture, à vouloir complexifier les choses pour justement, au bout d'un moment, que le citoyen lambda se dise oh, bon, c'est trop compliqué, on va laisser les autres décider à ma place parce que moi, je n'ai pas les compétences. Et en fin de compte, ce n'est que de langage. N'ayons pas peur des mots. Alors, explique-nous un petit peu ce modèle syndicaliste que nous avons en France. Oui, alors juste d'un mot, pour pas que j'oublie, là vous voyez sur les plateaux, ils font dire aux paysans, hein, les gens tombent dans le piège, hein, que le problème c'est le problème des normes. Non, c'est pas le problème des normes, justement. Ça c'est pour botter en touche, comme il avait utilisé l'agribashing, les écolos, on utilise des choses comme ça. Non, non. Le problème c'est le modèle économique qui fait qu'on n'aura pas de revenus dans ce modèle-là, mais c'est pas lié aux normes, puisqu'il y a un tas de productions où on a les mêmes normes et on n'a pas de revenus. Le mot norme, c'est pour cacher le reste. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas les normes, la responsabilité de l'effondrement, c'est bien le modèle agricole, économique, européen, mondialisé. Les syndicats, si on prend après-guerre, à la sortie de la guerre, il y a eu la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, qui regroupait la banque, le Crédit Agricole, qui était le seul à financer l'agriculture. Ils ont eu le monopole jusqu'en 95, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait les mutuelles d'assurance, qui est devenu après Groupama, et il y avait la corporation agricole. Voilà. Et en 46, la FNSEA a créé sa propre branche. Elle est sortie de la Confédération Générale de l'Agriculture, qui était là pour relever le pays après la guerre. Et donc la FNSEA a été créée en 46 et il y a eu une première scission en 1959
les gens qui étaient plus proches de la gauche et du Parti communiste ont créé le MODEF, le mouvement de défense des exploitations familiaux. Et en 59, justement, eux, ils ont fait la scission vraiment, je pense, au bon moment. C'était des précurseurs. Ces gens-là, ils avaient vu tout de suite qu'on allait dans le mur, puisqu'en 59, les FNSEA en Europe, les 27 FNSEA en Europe, ont créé une structure européenne qui s'appelle le COPA, C-O-P-A, le COPA. Le COPA, c'est les 27 FNSEA. Et ils ont créé le COGECA. Le COGECA, c'est toutes les coopératives dans cette Union européenne des 27. C'est pas rien, hein, toutes les coopératives. Là, il y en avait des milles et des milles. Hein. Et ça fusionnait. Les bureaux, le temps qu'ils se mettent en place, ils ont dû être opérationnels à peu près à partir de 1960, l'année d'après. Donc ça veut dire qu'il y a un mariage. Le syndicat FNSEA dans toute l'Europe est marié à la coopération agricole. Ça ne fait plus qu'une entité. Il y a un bureau à Bruxelles avec du lobbying, ils ont des fonds pour faire du lobbying auprès des parlements et ils ont des gens en permanence là-bas. Donc déjà, il y a conflit d'intérêts puisque l'agriculteur, lui, normalement, il doit être indépendant et il devrait faire sa facture et vendre son produit comme toute personne vend son produit. Mais là, il y a déjà un attachement entre la coopérative, qui au départ étaient des COP de collecte, ils collectaient les produits agricoles, et il y avait un autre intervenant qui avait les usines de transformation. Et au fil du temps, le transformateur et la coopérative ont fusionné. Donc maintenant, c'est des multinationales agroalimentaires mondialisées qui règnent sur plusieurs continents. Donc à partir de là, comme nous, on est mariés avec eux, comme le syndicat majoritaire de l'époque qui a eu la main sur la gestion des terres aussi. Dans chaque département, il y a une commission structure qui est tenue majoritairement par la FNSEA, et pour avoir accès au foncier, pour exploiter des terres, il faut ce qu'on appelle une autorisation d'exploiter. Et l'autorisation d'exploiter, elle passe par eux. C'est ça qui a fait la force du syndicat jusqu'à nos jours. Et donc, cette cogestion entre le syndicat et l'agroalimentaire a fait qu'on a perdu tout pouvoir de négociation sur le prix de nos produits, puisque c'est eux qui font la facture. Donc, MODEF 59, dans les années 80, il y a eu les travailleurs paysans et les paysans travailleurs qui se sont regroupés, qui sont devenus la Confédération paysanne. Ça, c'est à partir de 80-82. Il y avait Monsieur Lambert dans le 44, Loire-Atlantique, auprès de chez moi. Bernard Lambert, très connu, figure des paysans travailleurs. Et après, il y a eu la coordination rurale, qui est née en 92, mais qui avait repris les statuts d'un syndicat qui était beaucoup plus vieux, qui remonte aux années 60-70, qui s'appelait la FFA, Fédération Française de l'Agriculture, et ils ont repris les statuts de ce syndicat qui était un peu, qui avait peu d'activité, la FFA, pas beaucoup, et ils ont repris les statuts de la FFA, et la coordination rurale est née en 1992. Et donc la particularité de la FNSEA, bah, c'est plus qu'un syndicat, c'est une institution, hein, à travers toutes les multinationales, et je pourrais en reparler, mais on pourrait en parler tout l'après-midi, avec le fait qu'ils sont liés à des groupes, que ce soit le groupe Avril ou Arnaud Rousseau ou Invivo, parce que maintenant ils sont rendus au sommet de Davos, ils ont des structures un peu, des plateformes un peu dans le monde entier, hein, de façon directe ou indirecte, et puis ils travaillent avec des gens comme Alexandre Zouhari, le patron des magasins Picard surgelés, Xavier Niel. Enfin là, on est sur une dimension de multinationales à l'international. Il me semble bien même d'ailleurs que le représentant principal, Monsieur Buisson actuel, est actionnaire chez le groupe April, de mémoire, non? Le groupe Buisson Le représentant de la FNSEA actuelle, c'est Monsieur Buisson, non? c'est Monsieur Rousseau. Ah, Rousseau, pardon, je confonds, pardon. C'est Ouais. Arnaud Rousseau, il est Arnaud président Rousseau. du groupe Avril. Bah, Ouais. il n'a pas que ça, il a d'autres fonctions. Il est président de la FOP, Fédération des oléoprotéagineux. En général, ils ont entre 15 et 25 mandats.
avec les commissions qu'ils ont et tout. Bien sûr qu'il y a conflit d'intérêts. C'est-à-dire que lui, il est dans un schéma d'un modèle d'une agriculture industrialisée. Il est dans un modèle d'une agriculture industrialisée où l'agriculteur va en permanence s'agrandir, donc il va s'endetter. On voit bien, hein, en 1980, on avait un taux d'endettement par exploitation de 50 000 euros. Et là, on est passé les 252 000 euros, donc il y a un endettement moyen plus important, un revenu à la baisse finalement, hein, un volume de travail. C'est-à-dire que quelqu'un, là j'ai fait, parce que je défends les gens au tribunal, moi, à travers le SAMU, j'ai fait un céréalier de 220 hectares, là, cette semaine, là, au tribunal, 220 hectares tout seul, hein, sur son exploitation. Donc 220 hectares tout seul, imaginez que dans les années 70-80, les gens arrivaient à vivre, ils faisaient pas fortune, j'ai pas dit ça, mais les gens arrivaient à vivre sur des structures de 50 à 60 hectares, des bien sûr. céréaliers. Hein, voilà, donc là, 220 hectares tout seul, il n'y arrive plus. Donc un endettement important, une charge de travail plus importante, beaucoup de mécanisation, parce que pour faire tous ces hectares ou toutes ces vaches en un minimum de temps, bah, faut s'équiper. Donc c'est robots de traite, c'est tout ce qui vient derrière. Et puis la différence avec les générations précédentes, une charge mentale très importante. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents ont travaillé beaucoup plus que moi, beaucoup plus que nous, physiquement. Physiquement, c'était très dur l'agriculture. C'était manuel. Nous, de ce côté-là, on est obligé de le dire, on a un travail qui est agréable par rapport à ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents. Par contre, on a un endettement plus important. Proportionnellement, c'est sûr qu'on gagne moins d'argent qu'eux, ça, il n'y a pas photo, en en faisant beaucoup plus, gain de productivité. Et puis alors la charge mentale, une charge mentale que nos parents n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'emprunts, ou ils en avaient, mais de façon, on va dire, raisonnable. Mais là, on n'est plus dans le Euh, raisonnable. alors, une question pour terminer sur les syndicats et après on va pas conclure, hein, on va prendre le temps qu'il nous faut parce que c'est vraiment quelque chose Oui, d'important pour que l'on puisse vraiment comprendre. Si on dépasse un peu l'heure, c'est pas grave. Pour conclure avec les syndicats, quelque chose, alors je connais la réponse, hein, je fais le candide la plupart du temps, il faut bien oui, qu'on rebondisse, mais c'est important. Pourquoi aujourd'hui on entend, à juste titre d'ailleurs, on peut le comprendre, que les leaders de la contestation actuelle mettent en avant le fait que la totalité des syndicats convergent dans cette lutte, y compris d'ailleurs avec des défections locales au sein de la FNSEA, puisqu'on a vu que de mémoire, la FNSEA 31 et d'autres départements auront joint le mouvement. Pourquoi aujourd'hui met-il en avant cette union? Parce que s'ils la mettent en avant, ça voulait dire qu'avant, il n'y avait pas d'union. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ta vision? Je ne sais pas si tu détiens la vérité, mais en tout cas, la vision du fait qu'il y ait beaucoup de petits syndicats qui, visiblement, existent en réaction, par résilience ou contre, parfois même, la FNSEA. Pourquoi ces petits syndicats ne s'entendent-ils pas ne s'entendaient-ils pas, pardon, imparfait jusqu'à présent? Et pourquoi alors là, aujourd'hui ils s'entendraient? Et pourquoi aujourd'hui ils mettent en bon. avant cette union? Je ne comprends pas. Alors non, non, aujourd'hui, alors on va être précis, aujourd'hui ils s'entendent pas. Non, non. Alors, pour bien comprendre, il faut être dedans, dans la mouvance agricole. Voilà. Quand il y a des mouvements comme ça qui démarrent, hein, ça a été le cas des Gilets jaunes d'ailleurs, hein, quand les Gilets jaunes démarrent. Alors, si un mouvement démarre, que ce sont des indépendants, les syndicats, même les autres, hein, ConfCR, mais la FNSEA, alors si ça va pas loin, que c'est un petit mouvement, ça s'éteint, personne n'en parle, personne va s'en préoccuper, on va le laisser s'étouffer. Mais si le mouvement qui démarre sur une revendication, ça part sur les chapeaux de roue et ça fait un peu comme nous, on a eu l'association des producteurs de lait indépendants en 2009, que c'est parti hein, avec les épandages de lait, là les syndicats vont venir. Hein, Conf, CR, et puis après FNSEA vient souvent à la fin. Bon, ils viennent à la fin pour récupérer le mouvement, bien sûr, et puis la FNSEA, ils viennent pour l'éteindre. Voilà. Hein, alors, là, dans le cas de celui d'aujourd'hui, c'est pareil. Eux, la FNSEA, ils n'ont pas bougé. Ils soutiennent l'abattage total
pour protéger les 2 milliards d'euros d'animaux vivants vendus à l'exportation. Ils préfèrent dire technique, on abat les troupeaux, on espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, on les étouffe, on les abat, toc, on n'en parle plus. Comme ça, on va essayer, c'était l'idée au départ, hein, on va essayer de ne pas vacciner, parce que qui dit vaccin dit, bon, complications déjà, on ne vaccine pas des départements et un pays comme ça en claquant des doigts. C'est très long et très complexe, hein, parce qu'il y a le délai des 28 jours. Et ensuite, quand on va avoir vacciné, ceux qui prennent nos animaux vivants, ils vont dire, bah, écoutez, nous on ne sait pas, vous avez vacciné, on ne connaît pas vraiment peut-être il peut y avoir des réactions avec votre vaccin, nous on n'est pas sûr à 100%. Donc ils vont soit ne plus vouloir prendre des animaux vivants ou ils vont en prendre qu'une partie chez nous, les autres ils vont s'approvisionner à l'extérieur comme ils viennent de faire, ils en ont fait venir 3000 de l'Uruguay par un bateau, ou alors ils vont dire, bah écoutez, vous avez vacciné, mais bon, nous, voilà, il y a toujours des interrogations, le vaccin, tout, voilà, nous, on vous demande de baisser les prix. Voilà, on va pas se mentir, c'est économique. Les 2 milliards d'euros de produits, d'animaux vendus chaque année par la France à l'exportation, alors que l'Italie exporte que 15 millions d'euros d'animaux vivants par an. Donc 15 millions d'euros, c'est rien du tout. L'État italien, il fait le chèque et puis on n'en parle plus. Mais nous, c'est 2 milliards. La Suisse, qui a tout vacciné, c'est 139 000 $ qu'il exporte d'animaux vivants. 139 000 $, mais c'est ridicule, c'est rien du tout. Donc, la raison de la position de la FNSEA, ça a été celle-là. Ils ont essayé de dire, est-ce qu'on peut tuer, on va trouver 10, 15 élevages, allez, 30 élevages, est-ce qu'on peut les tuer? Si ça s'arrête là, on les tue, on vaccine pas et on continue le business à vendre des animaux vivants. Ça a été ça la stratégie de la FNSEA et de la ministre. Et maintenant qu'elle voit qu'elle a du mal à contenir la maladie, a dit, bon, on va commencer à vacciner le Sud. Voilà, c'est tout. Et après, est-ce que les syndicats sont, soi-disant, ils feraient front? Donc, c'est des indépendants qui ont été. Il y a Jérôme Bail qui a créé son mouvement. Voilà. La Conf est venue, la CR. Alors, on dit, la Conf, la CR, main dans la main, avec Jérôme Bail, contre l'abattage total des troupeaux. Alors ça, oui. Contre l'abattage des troupeaux, ils sont d'accord contre l'abattage total des troupeaux. Ils sont pour un abattage sélectif. Ou même, alors peu en parle, hein, moi je vais en parler, mais ils sont pour soigner les animaux. Dire pourquoi on ne soigne pas les animaux, on devrait soigner les animaux plutôt que de partir dans des délires comme ça, d'abattre tous les troupeaux. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils sont d'accord entre eux? Certainement pas. Parce qu'on voit dans les manifestations, non à l'abattage total, là, pas de souci. Mais quand on rentre, comme je vous ai dit que le fond du problème, c'était pas la dermatose et l'abattage. L'abattage, c'est terrible, on est d'accord. Mais la crise agricole, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça, vous m'invitez l'année prochaine, je vous démontre ça tous les jours. Que ça n'a rien à voir avec la dermatose. C'est le modèle économique. Et je vais vous donner la preuve qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. La Confédération paysanne, ils font des manifestations, hein, chez moi comme partout, la CR aussi. Donc la Confédération paysanne, bon, ils ont des drapeaux, non à l'abattage total, et puis il n'y a pas grand-chose d'autre de revendication. J'ai vu des fois un peu dessous, nous demandons un revenu. J'ai vu quand même sortir du modèle libéral. J'ai vu. Bon. Mais dans leur affiche, il n'y a pas eu plus que ça. Mais je vais vous lire l'affiche de la CR maintenant. Vous allez voir. Qui est partagée dans toute la France. Il y en a une encore chez moi, aujourd'hui justement. J'étais invité, moi. Ils m'invitent à toutes les manifestations. J'y vais quand j'ai le temps pour les soutenir, mais j'ai pas le temps d'aller partout. Voilà. Marche blanche, donc chez moi en Maine-et-Loire. Hein. Vous allez voir tout de suite que la Conf et la CR, où Jérôme Bail, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas du tout d'accord. Ils sont d'accord juste en disant on arrête d'abattre les troupeaux, mais alors le reste, c'est les opposés total. Coordination rurale. Rendez-vous devant la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Syndiqués, non syndiqués, citoyens, venez nombreux. Soutien aux éleveurs touchés par la dermatose. Là, pas de problème, c'est ce que dit la Conf et voilà, on est d'accord.
Non au Mercosur. Alors, non au Mercosur, oui, la CR dit non au Mercosur, la FNSEA fait croire qu'ils disent non au Mercosur, mais Arnaud Rousseau, avec toutes les multinationales, ils signent, c'est eux qui vont d'ailleurs passer les commandes, je vais vous en parler après. Donc à la FNSEA et au JA, ils font croire qu'ils sont contre le Mercosur, mais ils sont pour. Ils signent avec les coopératives tous les matins pour faire du commerce avec l'Amérique du Sud. Donc là, il y a mensonge déjà. Ensuite, non à la nouvelle PAC. Non à la nouvelle PAC. Là, il n'y a pas forcément d'accord entre la conf et la CR. Enfin, il y a des divergences sur quelle PAC on veut demain. Total. Non à la taxe carbone. Ben là, c'est pareil, vous prenez la conf et la CR, il y a divergence. Non à la surtransposition des normes. Là, ils ne sont pas d'accord. Oui à la simplification administrative. Là, vous les mettez autour d'une table, vous n'êtes pas capable de faire un communiqué commun qui va partir au ministère entre Jérôme Bail, la Conf et la CR. Désaccord le plus complet. Ça veut dire que sur le schéma, sur le modèle agricole économique à construire demain, nous ne sommes pas d'accord entre nous. Nous ne sommes pas d'accord entre nous. Et On est alors d'accord. pourquoi, Philippe, tout simplement, pourquoi ça paraît vu de l'extérieur une telle évidence qu'il faut maîtriser la distribution, il faut que l'agriculteur reprenne sa capacité à faire ses prix de vente. Enfin, on est dans un monde, c'est Orwell, on est à l'envers si on réfléchit bien. Dans quel autre secteur d'activité le producteur ne fait pas ses prix de vente? Ça n'existe Ça pas. fait pas sa facture. C'est quand même Alors, c'est incroyable. oui, Alors, alors, pourquoi ils oui, sont pas alors, d'accord? Parce que ça, vu de l'extérieur, ça semble une telle évidence. oui, alors divergence, pourquoi? Parce que si on faut revoir le modèle, si on veut récupérer de l'argent, alors déjà, il faut récupérer sa facture, changer le modèle. Quand on parle de modèle, alors il n'y a pas de modèle pur, hein, on n'est pas dans des carcans où tout le monde doit rouler à 89,5 km/h, hein, c'est pas de ça qu'on parle. Mais là, on part dans les divergences. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire, nous faut produire plus. Là, on va retrouver quand même des gens de la CR et des gens de la FNSEA. Hein, et de produire mieux ou moins, on va retrouver le MODEF et la conf. Donc là, on va avoir des gens qui vont s'opposer. Faut produire plus, faut remonter des réseaux d'irrigation, faut faire du drainage, faut réinvestir, faut produire plus, faut que la France produise plus sur nos territoires. Là, divergence. Après, il y en a qui vont dire, faut laisser les fermes s'agrandir. Il faut qu'on gagne, faut qu'on fasse des économies d'échelle. Faut laisser les fermes s'agrandir. L'autre va dire, ah non, l'agrandissement nous a ruinés, stop. Faut arrêter l'agrandissement. Et là, ça y est. Sur tous les sujets qu'on va prendre, après, je ne parle même pas des phytos, les pesticides, les phytosanitaires, là, divergence. Hein. Donc là, il n'y a aucune ligne de conduite et d'accord. Alors, pendant qu'on se bat sur la grandeur de la ferme, sur des mesures de remembrement, sur les politiques de l'eau, sur les énergies, sur les revenus complémentaires qui viennent de l'énergie, éolienne, méthaniseur, photovoltaïque, agrivoltaïsme, à chaque coup qu'on ouvre une fenêtre de débat, tout le monde est divisé. Tout le monde est en train de crever dans sa ferme, on n'a pas de revenus, mais lorsqu'on rentre dans le débat, tout le monde est divisé. Je dirais que si on voulait demander un programme aux agriculteurs qui bougent sur le terrain, je pense qu'il y en aurait à peu près une quinzaine. Je pense qu'il y aurait une quinzaine de programmes. Il y a 4 syndicats, mais il n'y en aurait pas 4. Il y aurait à peu près 15 copies qui arriveraient sur le bureau du ministre. Au moins 15. Alors, encore une Donc, question encore une question de Candide. Philippe, excuse-moi, je te coupe, parce que là, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Euh, Première question, il n'y a jamais eu une convention agricole générale où on a mis tout autour d'une table tous ces acteurs-là, avec un si. constat, et qu'en est-il sorti? Ah mais il n'en est sorti rien du tout. Rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'entente. Moi, je sais que juste pour des choses de bon sens, j'ai vu des fois des gens, je me rappelle d'un secrétaire national du MODEF qui a donné sa démission depuis parce qu'il en avait ras-le-bol. C'était sur une mesure de bon sens, je ne sais plus quel truc, mais un truc qui était vraiment qu'on ne pouvait pas refuser.
hein, eh bien, je crois qu'il a mis un an ou un an et demi pour obtenir une signature des 4 syndicats sur le même document. Parce que l'autre ne voulait pas signer, parce que l'autre était sur le courrier. Il a dit, je peux pas signer avec la FNSEA, et le CR disait, ah, moi, je peux pas signer s'il y a la conf, et la conf disait, je peux pas signer si... Voilà, ils ont mis, je crois, un an et demi pour faire une signature, mais d'un truc qui était un truc banal, du genre, si je disais, faut des feux rouges sur la route, quoi. Un truc, mais vraiment, que personne ne pouvait contester. Donc, la division, elle est terrible. La division, elle est terrible et elle est très profonde dans la profession agricole. Il y en a qui sont pour l'agrandissement, d'autres pour une stabilisation, d'autres pour des modèles de ferme avec des circuits courts, d'autres qui sont contre les circuits courts, d'autres qui veulent développer les circuits courts, d'autres qui sont contre les énergies renouvelables. La division, elle est terrible, terrible au sein du monde agricole. Alors, une autre question, parce que je connais la réponse, mais là, j'ai pas la réponse, par contre. Je connais la réponse dans le secteur économique classique, en ce qui concerne le nombre de syndiqués, hein, parce que moi, je suis issu du monde de l'entrepreneuriat. J'y connais pas grand-chose, en tout cas, à l'agriculture dans son détail. En France, le taux de syndicalisme dans les entreprises est en dessous, ou plus ou moins 8% suivant les secteurs d'activité. Au niveau agricole, que pèsent les syndicats? Est-ce qu'il y a des Ben là statistiques déjà? maintenant, oui, ah bah oui, 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 oui. Alors le coup d'avant, il faudrait regarder les derniers parce que c'est récent. Les élections chambres, elles ont eu lieu en 2025, en janvier 2025. Donc avant, il y avait 45% des paysans qui votaient. Donc la FNSEA faisait un peu plus de 50%, mais de 45% de votants. Hein. Et là, c'est encore moins. Maintenant, la FNSEA représente autour de 20% des agriculteurs, pas plus. Et puis les autres, moins forcément, parce qu'ils font des scores plus petits. Donc la coordination rurale a repris des chambres d'agriculture, ils en ont une dizaine, ça doit être 11. Oui, j'ai suivi ça. Oui. La confédération paysanne, ils en ont, c'est 4 ou c'est 5. Ça doit être 5 parce que il y a une élection qui n'a pas eu lieu, c'est dans les Antilles où il y a eu la tempête. Donc l'élection n'a pas pu avoir lieu, mais ils en ont 5. Ils en ont 5. 5 et 11. Alors c'est un peu du jamais vu parce que la FNSEA, ça a été depuis l'après-guerre, elle en avait 98 ou 99% des Tout chambres à fait. d'agriculture. Mhm. Donc ils en ont perdu. Ils sont plutôt sur la défensive. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, bon, on va simplifier. La tendance serait que le monde agricole est 2 fois plus syndiqué que le monde de l'entrepreneuriat Oui, oui, classique, hein. oui, oui, Mais oui, 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 néanmoins, oui. néanmoins, la tranche haute, c'est 20%. C'est ça. Bah, la FNSEA aujourd'hui représente environ 20% des Bon, agriculteurs. Alors pourquoi ils sont syndiqués? Faut pas se mentir, faut dire la vérité. Hein. La plupart des gens, alors il y a toujours des vrais syndicalistes évidemment, mais oui, les gens sont syndiqués par intérêt parce que la carte syndicale, s'il y a un contrôle, bon bah il y a le syndicat forcément comme il est en cogestion avec le gouvernement, la direction départementale des territoires, s'il y a un contrôle de la police de l'eau, un contrôle sur la PAC, et puis attention, l'accès à la terre, l'accès au foncier. Les gens, ils ont une carte pour pas avoir d'ennui, tout simplement. C'est pour avoir accès aux informations. Faut pas se mentir. C'est j'entends ça. bien. Alors, est-ce que ce serait faux de dire, si on dit 20% à la FNSEA, combien pèsent les autres? 5, 10% maximum? Eh ben, oui, 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 Bon, moins, alors, oui. moi, ma question toute bête, hein, de bon sens. Donc, il y a 70% des agriculteurs qui ne sont pas syndiqués. Que Oui, c'est font-ils? ça. Que font-ils? Où sont-ils? Eh ben justement, tiens, ta question, elle est très belle, ta question. Donc aujourd'hui, il y a cinq, il y a 4 syndicats. Donc la coordination rurale, bon, avant, le MODEF fait qu'1,5 au niveau national, 1,5%. La coordination rurale était, la confédération paysanne était à 20, 19,5, 20% des votants, hein, des votants. Et la coordination rurale était à 21,5, ils se tenaient. Bon, maintenant, la coordination rurale a frôle les 30, 29, et la confédération paysanne, elle est restée autour de 20, 22. Bon, et la FNSEA, elle fait le reste sur les votants. Mais tous ces paysans, 70% des paysans
qui sont pas syndiqués. Si on les réunissait, si on essayait de les réunir, c'est 70%. Mais je pense qu'on serait capable de refaire, je sais pas moi, peut-être encore 5 autres syndicats. Oui, oui, je suis peut-être même modeste. On pourrait peut-être en refaire 6 même. Tellement ils sont divisés. C'est une histoire de fou. Alors, ils sont divisés pourquoi? Parce que un modèle agricole général ne peut pas être applicable en fonction des filières, ou simplement parce que c'est un manque. Alors, je fais attention aux mots parce que c'est des fois ça peut Oui. être mal interprété, mais c'est un manque d'instruction politique, syndicaliste, économique, un manque de formation. C'est quoi exactement? Alors là, je dis oui à 300%. Moi, je m'intègre dedans. Le problème, je le vois dans les dossiers SAMU social agricole que je prends toutes les semaines, parce qu'on fait que ça. Hein. Je vais peut-être en reprendre un encore ce soir, un dossier. Euh, hein, j'accuse pas les autres, moi le premier, on a un problème majeur de formation. Et c'est encore vrai aujourd'hui, avant de s'installer, on n'a pas les codes et les mots de passe nécessaires avant de reprendre une exploitation agricole, qui est une entreprise qu'on gère avec des capitaux et quand même des emprunts. Certains empruntent plus d'1 million d'euros quand même. Hein. On parle plus de bricole. On a un manque de formation énorme. Et il y a une grosse partie du problème qui vient de là. Les gens n'ont pas les codes et on leur a pas donné les outils pour qu'ils aient les compétences nécessaires avant de s'installer, maîtrise de la comptabilité, c'est quoi un OBE, c'est quoi un chiffre d'affaires, c'est quoi un résultat d'exercice, c'est quoi l'optimisation fiscale. Ça, on nous l'a pas appris. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Moi j'ai pris un dossier il y a pas longtemps. Le gars, il a été au-delà du bac. Il a fait un bac technique. Et puis après, il a fait option agricole. Hein. Et ben moi, qui n'a pas fait tout ça, mais moi, je me suis formé au fil du temps. Hein. Parce que quand j'avais 20 ans, j'étais comme les copains. Hein. Je labourais sur le tracteur et je réfléchissais pas. Sûrement pas assez. Bon, eh bien, j'ai vu qu'il n'avait pas de connaissances. Et pourtant, il a fait 3 fois plus d'études que moi. Et là, on a un vrai problème, hein, ou alors là, c'est général dans le pays, mais l'éducation nationale, il y a tout à revoir. Il y a un vrai problème. Alors, Éducation nationale et formation agricole. ça va être la minute complotiste parce qu'on entend, mais c'est aussi intéressant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de poser la question. On entend beaucoup de choses et la plupart du temps des choses sensées. Pour avoir essayé de faire l'expérience à titre personnel, je sais qu'en dessous de 30 ans, on ne peut pas faire des études et essayer de pouvoir bénéficier de la filière agricole au niveau de l'éducation. Donc, ils réduisent l'âge d'entrée. Euh, on voit que l'instruction, et tu nous le confirmes, y compris dans les lycées agricoles, est partielle, voire dans certains domaines complètement inexistante. Euh, Catastrophe. j'ai discuté, il y a pas, vous allez voir le rapport, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un qui sortait d'un master d'économie et qui ne s'était jamais posé la question sur la création monétaire. On peut se poser la question aussi si dans les chambres agricoles, on leur demande de se poser les bonnes questions. Hein. Et puis, pour reprendre certains propos, certains discours, alors c'est très bien parce que c'est une question que je voulais te poser et qui rejoint avec ça, puisqu'on est dans la minute complotiste. Il y a eu des déclarations d'intention, notamment sur le débat sur la masse mondiale des bovins, des ovins, comme quoi il fallait les réduire, comme quoi il fallait détruire une partie du cheptel, etc. Bon, et aujourd'hui, on entend que euh, entre guillemets, je ne sais pas, mais ça pourrait être toujours intéressant. Quand on prend séparément tous les points, on dit bon, non, ça ne peut pas avoir corrélation, ça ne peut pas être une planification voulue. Mais quand on regroupe un petit peu tous les points séparément, on se rend compte que peut-être, il peut y avoir une planification. Et que certains donc disent que l'abattage rentrerait dans un plan prévu de diminution du cheptel français pour des raisons d'intérêt économique de quelques-uns, etc. Un petit peu comme ce qu'on retrouve au niveau sanitaire, quand on Ouais. dit et qu'on amène la notion, euh,
où il y a des facteurs euh, bactériologiques différents qui sont insignifiants pris séparément et que, alors j'ai oublié le terme, ça me reviendra peut-être, peu importe, et que mis tous ensemble, il peut y avoir un effet déplorable sur la santé. Est-ce qu'on n'a pas ce phénomène-là? Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu crois qu'il y a une planification pour imposer ce modèle international économique et agricole dont tu nous parlais au début de l'émission, justement? Alors, oui, je vais répondre pour ajouter d'un mot sur la formation. Les formations, oui, je confirme les formations. Pour moi, c'est la clé, hein. Alors, les études ne rendent pas forcément les gens plus intelligents et de super compétences pour conduire des entreprises, mais ça évite de faire des bêtises, hein. Et moi, j'ai remarqué que, alors c'est des moyennes, hein, voilà, c'est toujours des moyennes, hein. Il y a des gens qui sont fils d'agriculteurs, qui ont toujours été agriculteurs, qu'il n'y a pas de problème. Mais je parle en moyenne, les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole ou qui ont été longtemps travaillés à l'extérieur ont une approche bien meilleure que tous ceux qui sont restés dans le village et qui ne sont jamais sortis de l'exploitation. Ça, je l'ai constaté, hein. Alors après, est-ce qu'il y a une mesure sur le plan planétaire? Ben, sur le plan planétaire, il y a 2 850 millions de tonnes de céréales de produits chaque année dans le monde, hein. Il y a 1200 millions de tonnes donc de maïs, 770 millions de tonnes de blé, 520 millions de tonnes de riz, 360 millions de tonnes de soja. Les légumes, hein, par rapport aux 2800 de céréales, c'est que 1150 millions de tonnes de légumes, donc c'est moins de moitié moins. Les produits laitiers, 600 millions. La viande, 340 millions de tonnes, dont 35 de poulet, 33 de porc et 20 de viande bovine. Et les fruits, c'est que 125 millions de tonnes. Alors, le débat, certains, je dis bien certains, écologistes et animalistes, certains, parce que pas tous, c'est pareil, les mouvements, ils sont pas à 100%, hein. Ils sont souvent coupés en deux, hein. Ils sont pas en accord total entre eux non plus, hein. Ils disent la réflexion suivante, qui peut s'entendre d'ailleurs. 2800 millions, 2850 millions de tonnes de produits de céréales chaque année dans le monde. 63% de ces céréales sont mangées par les animaux, les vaches, les cochons, les poulets. Et ensuite, on tue les animaux pour les manger. Donc pourquoi produire un volume comme ça de céréales important, où là-dedans on va utiliser des phytosanitaires, on laboure les sols dans le monde partout, on crée de l'activité qu'on fait manger aux animaux, et ensuite on les passe dans les abattoirs, on les tue et nous on les mange. Pourquoi pas manger directement plus de céréales? Ça peut s'entendre. Alors eux, ils disent pourquoi on mange 82 kilos de viande par habitant par an, pourquoi on mange à peu près 80 kilos aussi d'équivalent produits laitiers par habitant par français par an, pourquoi pas descendre à 60 ou 50 et puis consommer plus de céréales, ça évitera d'avoir tout ce mécanisme où ils mangent les céréales. Bon. Alors ça, c'est une réflexion de fond. D'un point de vue planétaire, c'est plus facile de maîtriser des filières céréalières que des filières animaux. Les animaux, c'est plus compliqué. On sait très bien que bon, ça entraîne des coûts, ça oblige un travail 7 jours sur 7. Par contre, les animaux, on peut peut-être les diminuer. Ça, c'est un débat politique qu'on peut avoir. Mais on ne peut pas les enlever, les éradiquer. Parce que pour les écosystèmes, pour le renouvellement, pour la fumure apportée dans les terres, Bien sûr. il y a plein de régions dans tous les pays du monde, sans parler des montagnes, hein, il n'y a pas que les montagnes, même les régions où c'est à faible potentiel, où les terres n'ont pas de potentiel agronomique, on ne pourra pas faire de céréales. Donc, penser un pays dans le monde sans animaux, c'est pas imaginable pour les écosystèmes et la biodiversité. Dire, est-ce qu'il faut que les Français restent à 80 kilos de viande? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'on en consomme 68? Ça peut-être, pour les maladies cardiovasculaires, tout ça, peut-être. Mais là, c'est un débat de scientifique auquel j'ai pas la réponse. Mais c'est pas, faut bien comprendre que c'est pas les écologistes et les animalistes qui ont amené la disparition des paysans et l'appauvrissement des paysans. J'en veux pour preuve qu'il y avait 6 millions de personnes qui travaillaient pour l'agriculture
en 1945, quand les écologistes sont devenus vraiment très actifs et qu'L 214, qui a été créé en 2008, a commencé à travailler à partir de 2009, le temps qu'il se mette en place, qu'il arrive sur les plateaux télé, animalistes, écologistes, c'est vrai, on les voit, ils sont très très actifs, virulents. Ben, il n'y avait plus qu'1 million d'exploitations agricoles en France, donc on était passé de 5, 6. Donc, c'est pas eux qui nous ont détruits, parce qu'on a été détruits par le libre-échange, la théorie de Ricardo, et on a été détruits par le secteur marchand. On n'a pas été détruits par les écologistes, parce que moi, les écologistes, ils ont une politique que je ne partage pas forcément, hein. Je ne suis pas d'accord avec toutes leurs revendications, mais nous, agriculteurs, quand on vend nos poulets, notre lait, nos canards, j'ai jamais vu les écologistes faire la facture. Moi, je vois Bigard faire la facture, nos coopératives, tenues par la FNSEA, le groupe LDC, les 2 Hollandais qui ont la main sur le marché des veaux en Europe, eux, ils font la facture. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'L214 imposer les prix sur un territoire national, hein. Ils n'ont pas ce pouvoir-là, d'accord? On est bien d'accord. Alors, euh, quand je t'écoutais là, ça me faisait tout à fait penser à ce que disaient Claude et Lydia Bourguignon, mais pas que, qu'on revoit d'ailleurs dans l'actualité Ah oui. petit à petit, et tant mieux parce que vraiment, ce sont des gens bon, d'une grande valeur et leurs pensées et leur travail devraient être cités en exemple quand on pense que Claude Bourguignon était le dernier de sa promotion dans l'étude des sols en tant qu'ingénieur agronome, et c'était il y a 30 ans, et qu'on n'étudie pas les sols depuis plus de 30 ans. Bon, bref, on aura compris que là, il y a aussi, hein, l'instruction est importante, hein, et la recherche est importante, puisque c'est là qu'ils maîtrisent. Et il y avait un mot un petit peu barbare quand je t'écoutais qui me revenait en tête, c'est agro-silvo-pastoral. C'est-à-dire que naturellement, nos ancêtres paysans pratiquaient l'agriculture, l'élevage, au sein d'un écosystème avec la forêt, etc. Il n'y avait pas tous ces problèmes de remembrement, il n'y avait pas tous ces problèmes de maladies. On va revenir justement au problème qui a déclenché cette émission. Euh, le modèle agro-silvo-pastoral n'existe pas, n'existe plus. Et c'est pourtant quelque chose qui favorise et qui, là encore, on voit la destruction prédatrice de l'homme et la stupidité dans laquelle nous haltons, nous réfléchissons, puisque on joue contre notre propre camp, contre nos propres intérêts, contre nos propres enfants et contre notre propre avenir. C'est là où c'est quand même incroyable. Voilà. Alors, c'est Alors, bien que. euh, Oui, vas-y. oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bien que tu parles de ça, parce que tu as parlé de Claude et Lydia Bourguignon. Justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que les paysans, on n'est pas d'accord entre nous. Parce que là, sur le modèle qui a été mis en place, globalement, moi en Afrique, parce que voilà, c'est une paysannerie plus pauvre, mais dans tous les pays du monde, Australie, États-Unis, Hollande, Danemark, c'est même encore pire que nous. Donc, on a poussé à avoir des vaches laitières qui produisent 10, 12 000 litres de lait par vache par an. Alors que nos parents avaient des vaches qui produisaient, allez, au départ 3-4 000, puis après autour de 6 000 litres par an, entre 6 et 8 000 litres par an, 7 000 litres par an. Donc, on a sélectionné la génétique pour faire produire des animaux. Pareil, les poulets, les petits poussins qui arrivent, ils triplent de volume, voilà, des aliments pour qu'ils fassent de la croissance. Bon, et Lydia et Claude Bourguignon l'avaient bien dit. Le modèle qui, à mon sens, est le plus intelligent, ils ont également orienté les gens en dégageant de la liste du catalogue les variétés de blé qui étaient moins productives, ils les ont dégagées pour sélectionner les grands groupes multinationaux, garder des variétés de maïs et de blé productives, mais qui allaient tomber malades, et ensuite ils l'ont vendu, comme ils maîtrisent tout, ils ont vendu la chaîne pharmaceutique pour vendre les produits pour soigner la plante qu'eux-mêmes avaient rendu malade avant en faisant le choix de la variété. Donc aujourd'hui, on a des réponses. On a des réponses. J'en parlais l'autre jour avec Didier, qui est secrétaire national du MODEF. Il dit pourquoi, lui, les viticulteurs, on connaît, on sait que ça existe, on a les techniques. Il y a des cépages de vignes où on sait on va frôler les zéro traitements. Allez, peut-être que par accident, une année, on fera peut-être un traitement ou deux traitements, mais on va frôler les zéro traitements avec des cépages résistants
qui vont produire moins, mais qui sont résistants. Idem en blé, idem en maïs. Mais ça, faut surtout pas parler de ça. Parce que le système financier agro-industriel ne veut pas entendre parler de Ah ben, ça. il n'a aucun Donc, intérêt. Il a aucun intérêt, il va pas se faire de l'argent avec, forcément. On a bien vu d'ailleurs qu'on était champion du monde avant que ce soit l'Europe avec le catalogue hybride et fin des semences. On salue au passage d'ailleurs le fils de son père qui a repris l'association Cocopelli et qu'on revoit aussi au devant de la scène, qui défend les semences paysannes. On se rend compte qu'il y a un véritable problème. Alors, je voudrais qu'on conclue, mais on prend le temps pour conclure, Philippe, parce que je pense qu'on a fait bien le tour. On a zoomé en partant de très haut. Euh, Aujourd'hui, on a une crise paysanne, une de plus, terrible, bien sûr, humainement inacceptable. Bien sûr que nous sommes tous solidaires des paysans, bien évidemment. Je vous invite d'ailleurs à aller comme dans le temps des ronds-points des Gilets jaunes pour ceux qui travaillent comme moi et qui n'ont pas toujours le temps à aller partager et leur donner un petit panier et de la chaleur humaine et aussi quelques grogues pour les aider à se soutenir et puis comprendre que s'il faut qu'on fasse des détours d'une heure pour rentrer chez soi, c'est pour la bonne cause et ça durera ce que ça durera. Néanmoins, comment vois-tu la sortie de crise mais peut-être avant, oui, une question qu'on n'a pas abordée. On va parler de cette maladie. Cette maladie, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours existé. D'accord. je vais Il y a parler une de la trentaine maladie d'années, d'après. si je ne m'abuse, il y a une trentaine d'années, il y a eu une grande vague. Et elle a été traitée sans vaccin, et elle a été circoncis, et elle a été gérée par les paysans eux-mêmes de façon tout à fait plein de bon sens et de naturel. Pourquoi aujourd'hui on en arrive à des choses pareilles? Alors, il y a donc, je vais faire un mot de la dermatose, un mot de la sortie de crise, des solutions, comment en sortir, parce que là, on n'a rien résolu. Là. On fait du cinéma en faisant croire que le problème, c'est la dermatose et les normes, c'est pas ça. Et alors donc, la dermatose, bah, elle a été connue, elle a été recensée en 1929. Hein. C'est là qu'elle a été connue en 1929 en Zambie. Elle a resté longtemps là-bas. Elle est arrivée en 2010 en Europe du Sud-Est. Elle est arrivée en 2014-2015 à Chypre. Et puis ensuite, ils ont vacciné parce qu'elle a touché tous les Balkans. La Turquie, la Bulgarie, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine, la Grèce, la Roumanie. Donc eux, ils ont vacciné comme en Suisse et comme dans d'autres endroits, comme à nous à l'île de la Réunion. Et nous, elle est arrivée en Afrique du Nord, en Libye, en Algérie et en Tunisie en 2020. Et elle est arrivée chez nous par les Sardaigne en Italie en 2025, puis chez nous le 29 juin 2025. Donc d'abord, ça se soigne. En Inde, il les soigne. En Afrique du Sud, il les soigne. En Australie, il les soigne. Il y a des pommades, il y a des endroits, c'est des produits à base de plantes. Hein. Ça se soigne, c'est pas une maladie du tout dangereuse. Là, c'est la pression, c'est les 2 milliards d'exportations où faut montrer patte blanche et pour pas perdre le statut indemne. Et ils veulent qu'il y ait très peu d'élevage qui ait ça. Donc pour le business des animaux à l'exportation, on va pas se mentir. Alors première question, pourquoi on les garde pas chez nous, hein? Pourquoi on a flingué notre filière d'engraissement jaune bovin? Moi j'en faisais, j'ai arrêté parce que je faisais faillite à élever mes jeunes bovins. Donc tout le monde a arrêté d'engraisser les jeunes bovins, ce qu'on appelle les taurillons. Hein? Il était vendu à 18 mois, entre 16 et 18 mois. Pourquoi on a arrêté? Hein, on peut les consommer chez nous, et si on les consomme pas, ben on peut au moins les produire chez nous et après on peut les vendre. Hein. Pourquoi on les emmène en Italie, majoritairement en Italie? Il y a 1 300 000 animaux qui sont exportés vivants. Voilà. Donc on dit qu'on est dépendant à 35% de notre alimentation, mais pourquoi on les garde pas chez nous? Pourquoi ils restent pas chez nous? Ils restent pas chez nous parce qu'économiquement on ne tenait plus. Les bâtiments sont vides. Donc ça n'a rien à voir avec la dermatose. Donc la dermatose, ça se soigne. Personne n'a dit que ça se soignait. Alors chez nous, c'est ivermectine, antibiotique, c'est anti-inflammatoire, antibiotique, antihistalinique, antidouleur, ivermectine. Et puis voilà, c'est une maladie tout simplement qui se soigne. Fallait mettre l'élevage sous cloche, hein, sécuriser autour, voir comment allait se comporter le reste du troupeau, soigner les animaux malades.
Et puis c'est tout. Le taux de mortalité, c'est 1 pour 1000. C'est les gars de l'île de la Réunion qui nous l'ont dit, puisqu'ils l'ont eu à la Réunion en 92. Donc maintenant, les solutions. Bon, au plan international, ça passe par des politiques. Je vais peut-être pas y revenir, mais je peux m'étendre si vous voulez. C'est la coopération entre les États avec équilibre de la balance des paiements. C'est la charte de la Havane qui découle d'une première réflexion qui était la charte de l'Atlantique de 1941 où il avait réfléchi parce qu'il voyait que la guerre, le tournant de la guerre commençait à arriver, comment il allait reconstruire les économies au niveau international et les échanges internationaux. Il y a eu la charte de l'Atlantique. Ensuite, il y a eu la charte de Londres, ils se sont réunis à Londres. Ensuite, il y a eu la charte de Genève. Le groupe s'est réuni à Genève et la troisième réunion, après, a eu lieu à Cuba. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée la charte de la Havane, Organisation internationale du commerce, qui est ni le modèle soviétique, ni le modèle actuel qu'on est ultralibéral. Donc ça, c'est le premier point, sinon on n'arrivera à rien. Coopération entre les États avec équilibre de la balance des paiements, ça veut dire que nous, par rapport, soit on reprend une monnaie nationale, soit les échanges internationaux se font sur une base de produits définis, de matières premières qui servent de monnaie d'échange en référence à une crypto-monnaie, mais qu'on ne garde plus l'euro comme référence pour faire les échanges internationaux, parce que sinon on se heurte au dollar et au yuan et au rouble. Eux, ils révaluent ou ils dévaluent leur monnaie, donc on ne peut pas faire d'échange dans ces conditions-là, hein, même à normes égales, même à tout ce qu'on veut. Parce que la monnaie est une arme de guerre, hein, voilà. Et puis après, bah, concrètement, ce qu'on peut faire tous, tout de suite là, tous, on n'a besoin ni de la FNSEA, ni de Macron, ni d'Ursula von der Leyen, ni de l'Assemblée nationale. On a besoin de personne. Il faut que les citoyens, il aille trouver le maire de la commune, ou le maire de la Comcom maintenant, hein, c'est le maire qui est responsable, c'est l'officier de police, c'est lui qui est responsable, hein, et il faut lui demander au maire quels sont les stocks alimentaires qu'il a dans sa commune, où est le plan communal de sauvegarde. Chaque maire a l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde alimentaire. Ça relève de l'ordre de la sécurité civile. C'est son rôle. Il y en a très peu qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. J'irai faire des vidéos chez ces gens-là. Bon, ça, c'est la première poignée de main. Le citoyen, il va voir le maire. Il lui dit, voilà, où est votre plan communal de sauvegarde? La deuxième poignée de main, le citoyen, il va voir le paysan. Il dit, j'ai été voir le maire. Il n'y a pas de plan communal de sauvegarde de mis en place. S'il y a un conflit majeur, une cyberattaque, qu'on est paralysé, une attaque armée, mais une paralysie sur les livraisons, parce qu'on n'a que 72 heures de réserve en France. Non, on n'a que 72 heures de réserve. Et les réserves, elles sont dans les camions frigo qui font le commerce international. Le groupe Steph, 100 000 livraisons par jour. Les camions blancs frigo. Et la troisième poignée de main, c'est que l'agriculteur, il va voir le maire pour reprendre la facture et organiser une production locale avec ses concitoyens, ce qu'on appelle les circuits courts. Et là, on reprend la facture, on se serre la main avec le maire et le consommateur. Bien sûr, on court-circuite le secteur marchand, dont je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, ceux qui nous piquent notre marge. Et ça, le maire, il a l'obligation de le faire, parce que c'est le code de la sécurité civile, l'alimentation. Sans alimentation, il n'y a pas de pompier, il n'y a pas de chirurgien, il n'y a plus de l'infirmière, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de mère, hein, s'il n'y a plus de bouffe. Hein. Donc c'est la loi 2004-811, hein, août 2004, loi 2004-811, c'est le code de la sécurité intérieure, article R 731-2.6. C'est le ravitaillement des populations. C'est une obligation. Par ce biais-là, on reprend la main, nous, c'est pas l'agroalimentaire et les coopératives qui doivent approvisionner les EHPAD, les restaurations collectives et la population, non, c'est nous, les paysans, qui devons reprendre notre facture en partenariat avec les élus. Voilà. Elle est là la solution, c'est de repartir de la base. Pas question de laisser facturer à Lactalis ou à notre coopérative. Non, on est assez grand pour faire nos factures.
Donc là, si j'ai bien compris, tu en appelles à la responsabilité de ce que nous sommes tous devenus, c'est-à-dire des consommateurs abétis, au lieu d'être Tout à des fait. citoyens solidaires. Tu fais aussi référence au travail de SOS Mère avec la SOS représentativité Mère, d'Alexandre euh, Boisson aussi, voilà, le SOS Mère DICRIM, Alexandre Boisson. etc. On est C'est d'accord. ça, Ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est là où c'est quand même incroyable, c'est que on n'entend pas du tout ce discours, Philippe, nulle part. Non, non, non. Moi, Pourquoi? Pourquoi? normalement, je devais le passer, mais il n'y a aucun grand média qui a accepté que je raconte ça. Aucun. D'accord. Écoute, Philippe, je pense que la démonstration est faite. Ça nécessite de notre part, mais c'est un petit peu le combat que l'on mène aussi à l'Association des mairies démocrates de France, c'est-à-dire que on redevienne des vrais citoyens, hein, C'est ça. que nous prenons en main notre politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, et que nous avons, alors ce qui est là où tu fais la démonstration, et merci beaucoup, je ne pensais pas qu'on en arriverait à boucler la boucle de cette façon-là, c'est que la solution, elle nous appartient. Et elle n'appartient Oui, pas exclusivement aux agriculteurs et aux éleveurs. C'est à parce nous, qu'après, citoyens, d'agir et de faire en sorte que, au lieu d'être solidaires des agriculteurs, nous agissions dans ce sens-là. c'est ça. Il Alors, faut se On mettre en va être mouvement. opposé. J'ai quand même une dernière question par rapport à ce modèle. Vas-y. Moi, je suis inconvaincu. Hein, c'est pas moi. Et je pense qu'on est nombreux. Après une démonstration, on aura mis 1 heure et demie, mais c'est important. Hein, euh, après cette démonstration-là, la seule question, c'est quel moyen de distribution? Parce que les circuits courts, les circuits rotatifs, bref, les tiers-lieux qui recréent du lien, la façon de les AMAP, comment aujourd'hui supplanter les moyens de distribution, comment faire en sorte que les normes obligent, par exemple, on va être très concret, hein, puisqu'on parle aujourd'hui de l'abattage des bovins, comment aujourd'hui un petit éleveur qui a 80 bêtes peut-il faire sans être hors la loi pour vendre directement sa viande, puisqu'elle nécessite un abattage normé, un mode d'emballage normé, un mode de distribution. Alors là, il est normé, mais il n'est pas obligatoire, mais il y a quand même certains process avant que ça arrive dans le panier, hein, du citoyen. Prenons le cas de figure, comme tu le dis, je vais voir mon maire, je le mets face à ses obligations, je vais voir mon éleveur local, je le mets face à ses obligations, je me regarde dans la glace et je commence par me dire que moi, je dois aussi faire ma part du contrat social, hein, puisque c'est un contrat social et économique que tu nous proposes. Comment ça se fait concrètement pour pouvoir arriver à la transformation entre, alors que ce soit pour le lait c'est plus facile, et en quoi que, et encore. Hein. Donc, Comment on fait pour arriver à ce que ce modèle de distribution puisse être applicable rapidement et au quotidien? eh ben, par rapport c'est là qu'il faut une réorientation. Après, le politique, les maires, c'est à eux aussi d'aider et puis se battre. Les financements de l'agriculture, c'est pas les 9 milliards d'euros de la PAC, hein. C'est plus de 100 milliards d'euros. L'impact 120, 130 milliards d'euros. L'impact du modèle agricole sur les consommateurs. Donc, en réalité, c'est pas 13% du budget des ménages. On frôle les 30% du budget des ménages par toutes les subventions qui vont à l'agriculture. Donc les consommateurs financent un modèle agricole qu'ils ne souhaitent pas forcément. Donc c'est revenir sur, à l'échelle, il faut le mesurer à la bonne échelle, mais à l'échelle d'un département ou pour deux départements, hein, d'avoir des petits abattoirs municipaux et se reprendre en main tout de A jusqu'à Z. Hein. Et après, ça peut être d'avoir des magasins de distribution, soit ceux qui sont en place, comme ils ont l'agrément, on contrôle les magasins, les petites ou moyennes surfaces qui sont en place et ils jouent le jeu, non pas de commercialiser des produits agricoles français avec des prix agricoles français, mais ils rentrent dans un cadre économique dans lequel on reprend notre souveraineté, on reprend une agriculture digne de ce nom pour garder les nourriciers qui vont entretenir les territoires et qui vont apporter des produits agricoles. Les produits agricoles, la nourriture, c'est la santé. Donc, ça ne sera plus une facture faite par les paysans avec des prix agricoles, ça sera des prix de souveraineté nationale.
Un prix de souveraineté nationale, ça englobe dans ce prix de souveraineté le fait que le paysan, il est non délocalisable, il va entretenir les territoires, il va amener des produits de qualité. Donc les produits de qualité, c'est la santé. L'évaluation qui est faite par les instituts, c'est que le coût, l'impact sur la santé, c'est 1200 euros par Français, donc 81 milliards d'euros. Hein, donc c'est maladies cardiovasculaires, beaucoup les cancers, le diabète, tout ça lié au modèle d'alimentation. Donc si on met un modèle d'alimentation mieux adapté, ce qu'on va donner d'un côté, on va le récupérer de l'autre. Et quand je vois que chaque année, il y a 75 milliards de repas de consommés par les Français, et qu'avec 75 milliards de repas, on n'arrive pas à rémunérer les paysans, bah, les bras m'en tombent. Parce que dans ces 75 milliards de repas, y a bien des gens qui gagnent de l'argent. Tous ceux qui font le business sur ces 75 milliards de repas, ils ont gagné de l'argent. Et ils en gagnent encore. Et donc, c'est bien le modèle économique qu'il faut revoir, parce que, je disais tout à l'heure, il y a des divergences entre les agriculteurs, mais qu'on soit pour ou contre l'irrigation, qu'on soit pour ou contre les phytos, qu'on soit pour ou contre telle ou telle orientation agricole, plus de verdissement, plus de culture de maïs, moins de maïs, ça on peut débattre là-dessus. Mais il y a un point sur lequel on ne pourra pas transiger. Si on est à 6,50 € de matières premières sur un caddie de 100 euros, on peut se mettre tout en herbe, on peut développer l'irrigation, on peut même sortir de l'euro, on peut se mettre au franc, on peut faire ce qu'on veut. Si on est là, qu'on n'a pas de marge, on va tous crever. Et les manifestations, vous les verrez tous les ans, parce que le cœur du réacteur, il est là, c'est la rémunération. Philippe, merci beaucoup. J'affiche, on va la mettre. Il y a quelqu'un qui nous réclame à corps et à cri le nom de la loi que tu as citée. Tu vas me la transmettre si tu veux bien, hein, quand tu parlais du Oui, code par rapport justement à l'interprétation, enfin à l'action que nous pourrions mener, nous, en tant que citoyens auprès de notre maire, les obligations dans le cadre de la résilience sécuritaire. Tu m'enverras ça et on le mettra en développement. je vais l'envoyer par SMS. Voilà, je te remercie beaucoup, Philippe, du temps que tu nous as consacré. J'espère que, puisque tu ne fais pas partie des invités des plateaux d'e-mainstream ou de la presse d'État, j'espère que chez nos confrères, alors nous sommes une petite chaîne de militants bénévoles, donc on n'est pas un média alternatif et résistant, mais j'espère que l'on va t'entendre et que l'on va t'inviter chez les Toxins, les Idrissa Berkane, les Alexis Poulain, les TV Liberté, chez le Canard réfractaire. Bref, quel que soit le spectre politique Vous de pouvez ces, donner mon nom, vous verrez le résultat. de ces médias citoyens, je ne sais pas. En tout cas, Philippe, je te remercie beaucoup pour cette magnifique démonstration, exhaustive s'il en est. Bien entendu, on n'aura pas réussi à faire tout ça en 1 heure, mais en tout cas, Non. merci beaucoup. Parce que pour terminer, 2 mots de conclusion, puis on va Oui, s'arrêter là. Les agriculteurs danois ou hollandais que j'ai en contact ou ailleurs, ils ont la même problématique que nous. Faut bien pas sûr. croire que les paysans français seraient pauvres et qu'on irait voir un paysan en Nouvelle-Zélande et que le gars il roule sur l'heure. C'est faux, c'est généralisé. C'est le modèle économique mondialisé qui fait ça. Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Et je te remercie d'en être le porte-parole et de nous apporter toute ta compétence et tes éclairages. Je vais lancer le générique pour la dernière émission qui aura lieu le lundi de l'année 2025. Après, on va faire un petit peu de repos. On va recevoir une liste de démocratie directe à Nice. Débat très intéressant puisque dans les listes citoyennes, qu'elles soient consultatives, participatives ou de démocratie directe que nous défendons un petit peu plus que les autres, mais pas plus non plus, la résilience alimentaire et sécuritaire est une, une notion qui devrait être la préoccupation principale de nos concitoyens. Et justement, nous œuvrons pour que ce message soit passé. Merci encore beaucoup, Philippe. Je te souhaite de Merci bonnes fêtes de beaucoup. fin d'année, un bon Noël. N'en Eh fais ben, pas merci. trop, repose-toi. Et puis, merci et bonjour à toute ta famille. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci de m'avoir invité. À bientôt. À Merci. bientôt, Philippe. Oui, avec plaisir, on te Merci réinvitera. beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.